Bonjour à tous, le magazine L'Informaticien organise à Paris, où je me trouve même en ce moment, la 5e édition de son palmarès. C'est un événement qui est le résultat d'une enquête qui est menée auprès de son lectorat. Les lecteurs de l'Informaticien ont été invités à voter pour les entreprises qui fournissent les meilleurs services ou produits dans l'IT. Et ces entreprises, dans de nombreuses catégories, celles qui ont reçu le plus de votes reçoivent en ce moment même leur prix. On va recevoir dans cette édition spéciale quelques-uns des lauréats. On parlera aussi du monde du logiciel libre. C'est notre rendez-vous qu'on poursuit dans Smartech dans cette 6e édition. Mais d'abord, trois questions sur un microprocesseur unique en Europe. C'est tout de suite l'interview dans Smartech. Bonjour Philippe Noton, merci beaucoup de nous rejoindre ici, d'avoir traversé Paris pour assister au palmarès de l'informaticien et puis répondre à mes questions sur le plateau de Smartech. Je rappelle que vous êtes le CEO, le fondateur de Cyperl ou Cyperl, ça dépend si on le fait à l'anglaise. C'est encore un petit peu tôt, j'imagine, pour concourir au palmarès de l'informaticien, hein. Oui, parce que le produit n'est pas encore visible. Voilà, mais ça devient concret. C'est pour ça que Tout à fait. je souhaitais vous réinviter, parce que donc, votre projet est de créer un microprocesseur européen haute performance, basse consommation, conçu pour le supercalcul, l'intelligence artificielle. Je dis que ça devient très concret puisque vous nous annoncez que la première génération, REA 1, de ce produit est entrée en cours de fabrication. Tout à fait. En fait, on a franchi deux étapes fondamentales en juin. Clôture notre série 1 et là, ce qu'on appelle le tape-out quand on fait du semi-conducteur, c'est-à-dire quand le fichier de conception de la puce va en usine. Donc ça a été expédié globalement chez TSMC à Taïwan. Voilà, précision importante, donc Cyperl, ce n'est pas une usine de fabrication. C'est de la conception. On est fabless, donc les ingénieurs sont focus sur la R&D, le logiciel, le test. Et là, c'est donc parti en production chez TSMC, plus de 1000 étapes en production. C'est très compliqué comme process. 7 mois pour les échantillons qu'on aura début de l'année prochaine. D'accord, ça nous donne un peu des premières échéances. C'est compliqué de bosser avec TSMC, d'avoir obtenu qu'ils vous consacrent justement une partie de leur production? Alors c'est une fraction, là on parle pour l'instant des échantillons par rapport à ce que font d'autres gros, c'est rien. Non, TSMC a quand même une valeur qui est formidable, ils sont capables de gérer des millions de clients en même temps. Ils ont une logistique qui est juste extraordinaire, donc... La problématique, c'est qu'il faut payer pour y avoir accès, forcément, rien n'est gratuit, mais là, ils s'occupent de nous et on suit ça au jour par jour, où est-ce qu'on en est dans la fabrication des premiers produits. Vous avez un super t-shirt, j'ai vu Oui, en tout arrivant. à fait. Montrez-nous. Donc le sujet de la souveraineté, de l'autonomie stratégique fait partie entière de ce projet. Vous vantez les mérites de concevoir un microprocesseur 100% européen. C'est pas gênant si la fabrication se fait en Taïwan? C'est forcément gênant, ça serait mieux de pouvoir le faire en France ou en Europe, mais aujourd'hui c'est un problème qui nous échappe, c'est très cher, on parle de plus de 30 milliards, il faudra avoir d'autres produits à mettre dessus, ça ne peut pas être que nous pour justifier une usine, donc on laisse les politiques, le CHIPS Act, entre autres version 2 qui est en cours de travail pour nous aider à avoir une usine à terme en Europe. C'est l'objectif à terme. En attendant, ce serait vraiment un projet totalement unique, on ne conçoit pas aujourd'hui de puce pour le supercalcul en Europe. C'est le premier, et même au sens semi-conducteur, au sens large, ce qu'on a envoyé en production en juin, c'est du jamais vu en Europe. C'est la puce la plus compliquée qui ait jamais été conçue en Europe. Pourquoi vous dites ça, la puce la plus complexe? Ça se voit en nombre de transistors, en taille de puce, de tout l'effort d'engineering, enfin de conception qu'il y a eu à faire avant. On change de génération. On a aujourd'hui les acteurs européens qui sont plutôt sur des capteurs, des composants de puissance, ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Là, on franchit plusieurs étapes en allant directement dans le monde du supercalcul, du data center et de l'intelligence artificielle, au sens où la font les Américains, et ils la font très bien aujourd'hui. Et il a fallu s'entourer de compétences spécifiques? Ça a été très compliqué, ça a fait partie, enfin, il y a une pénurie dans cet écosystème, c'est de créer une équipe brillante à partir de rien, parce qu'on a démarré avec zéro employé, être capable de simuler, parce que pour l'instant ça marche en simulation, en émulation avant d'avoir le produit réel. Oui, ce qui nous a pris, j'irai quelques années pour arriver là. Il ne suffit pas de regarder comment font les Américains, Philippe? Parce que 100% aujourd'hui des microprocesseurs utilisés pour le calcul haute performance est américain. On regarde comment ça se fait là-bas et on produit la même chose, non? Alors, ils vont pas nous expliquer comment le concevoir. Il y a quand même pas mal de secrets industriels. Donc, on l'a fait à notre façon. On a mis des process en place. J'ai énormément de développement en place pour arriver à ce niveau. Et justement, quelle est la spécificité? Est-ce que ce sera une nouvelle génération vraiment au niveau mondial? C'est une première pour l'Europe, mais est-ce que c'est aussi un peu plus que ça? C'est
C'est une première pour l'Europe. Ça a déjà été qualifié parce que la machine Jupiter en Allemagne, où il y a eu l'inauguration devant le chancelier Le il y a supercalculateur. 2 semaines, Ouais. voilà, Jupiter à Aix-la-Chapelle. On va équiper le cluster qu'on appelle de CPU, c'est-à-dire de calcul générique et d'inférence, à partir de fin de l'année prochaine. D'accord. Et quand je le présentais, je disais que c'était à la fois pour du calcul haute performance, mais aussi de la basse consommation. Et ça, c'est une innovation aussi spécifique. Oui, parce que quand vous l'équipez du matériel pour les supercalculateurs ou des data centers, il y a ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership. Donc il y a le coût des composants, il y a le coût des serveurs, mais il y a le coût énergétique. Donc ce qui est important pour un hyperscaler, un data center, c'est le coût total. C'est-à-dire si le composant est pas cher mais consomme énormément, à la fin ils ont quand même la facture d'électricité à payer. Et c'est là où les technologies qu'on a, entre autres sur base ARM, ARM, qui viennent du monde des smartphones, qui font une très bonne pénétration dans les data centers, on arrive avec des ratios énergétiques qui sont très impressionnants. Merci beaucoup Philippe Noton, CEO fondateur de Ciperl. Simplement, vous parliez de la levée, c'est quand même une des conditions, c'est d'avoir l'argent pour Oui, réussir à amener tout à à bien fait. un projet comme celui-là. Aujourd'hui, en termes d'investisseurs, on reste européen? Eh bien non. Ben Eh voilà. bien non, notre dernier arrivé, KT, est taïwanais. On est Bon. très content de les avoir à bord. Merci beaucoup. Merci de À m'avoir très invité. bientôt. Vous nous tenez au courant des prochaines échéances. Avec plaisir. Et là, maintenant, on va recevoir tout de suite des lauréats du palmarès de l'informaticien. C'est l'heure de recevoir les lauréats du palmarès de l'informaticien. Alors là, je suis très honorée d'avoir autour de la table des grands gagnants. Séverine Anouer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des comptes stratégiques régionaux pour l'Europe du Sud chez Vertive. À côté de vous, Muntan Njai, bonsoir. Directeur commercial Europe chez Highland. On va expliquer quel prix vous avez reçu. Après, je vous présente d'abord Bruno Durand, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de l'activité commerciale d'Europe du Sud chez Sophos. Alors, ce palmarès de l'informaticien, en fait, c'est le résultat d'une enquête qui a été menée auprès du lectorat du magazine L'Informaticien. Et chaque année, comme ça, on a qui sont finalement les meilleurs derrière les produits et les services IT que ces entreprises utilisent. Et donc, vous en faites partie. Encore félicitations. On va commencer avec vous, Séverine Anouer. Vertive, donc lauréat de la catégorie infrastructure critique data center. Qu'est-ce qui vous semble avoir fait la différence par rapport aux autres acteurs du secteur? Alors notre groupe a l'avantage depuis des décennies d'avoir une priorité sur la conception et la vente d'équipements destinés à protéger, alimenter ou refroidir des équipements informatiques. Et au cours de ces décennies, nous avons développé de plus en plus d'équipements en suivant les tendances du marché, les densités informatiques dont on parle beaucoup, l'explosion de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et nous avons un portfolio qui, avec ces tendances de marché, aujourd'hui, dédié à l'informatique, représente plus de 80% de notre activité. Donc nous avons, par ce phénomène et cette tendance, aujourd'hui, un focus quasiment exclusif sur la partie numérique et sur les centres informatiques, quelle que soit la taille. Parce que donc vous parlez de l'historique qui est important dans le savoir-faire, mais j'entends aussi en fait l'importance de suivre les tendances de marché, de savoir réagir vite, de s'adapter. Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place comme innovation récente pour répondre justement aux nouvelles demandes? Alors l'atout de notre entreprise, et là où on est reconnu sur le marché, c'est notre approche pragmatique. On est très proche des clients, on est très proche de tous les opérationnels sur les centres informatiques, que ce soit des petits utilisateurs ou des grands hyperscalers, comme on dit en anglais. Et grâce à cela, on a des remontées terrain qui sont très précises et on sait mettre en œuvre et anticiper même les tendances du marché et être prêt au moment, par exemple, où il y a la vague intelligence artificielle, nous étions déjà prêts pour proposer des solutions innovantes à nos clients. Et en plus de ça, nous suivons les régulations, enfin tout ce qui est réglementation au niveau monde, Europe, France, sur différents sujets, tels que l'imitation de l'empreinte carbone et d'autres éléments de ce type. Alors, je parlais juste avant dans une séquence précédente de l'informatique haute performance. Ça, c'est un enjeu aussi important, j'imagine, dans vos métiers.
Tout à fait. Cela oblige les clients et nous-mêmes en tant que concepteurs et constructeurs à revoir à la fois l'urbanisation, enfin la manière dont on aménage la salle informatique, enfin les salles informatiques et le bâtiment informatique complet. Et en plus de ça, ça nous oblige à revoir la conception même des équipements. Il faut s'adapter vraiment à cette augmentation de la densité qui ne cesse de progresser depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est quand même un secteur en pleine transformation. Oui. Donc encore toutes nos félicitations pour votre Merci. prix. Mountain Jai, vous êtes avec Highland lauréat de la catégorie gestion de l'information. Alors là aussi, énorme sujet aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc Highland propose des plateformes de gestion de contenu et de ce qu'on appelle l'information dans les entreprises. J'ai envie de vous poser la même question en fait. Qu'est-ce qui selon vous fait la différence Highland, comment Highland se différencie sur le marché? Donc bonsoir. En effet, gérer l'information aujourd'hui, tout le monde connaît. Que ce soit sur nos smartphones, que ce soit sur nos laptops, etc., etc. Maintenant, à l'échelle, c'est vrai que les grandes entreprises ont besoin de solutions qui leur permettent aujourd'hui de gérer cette information, les tâches associées et les workflows. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'information. Et donc, du coup, c'est vrai que Highland est un leader mondial dans cette catégorie-là, dans ce domaine, et ça depuis 30 ans, pour nos 14 000 clients dans 60 pays. Alors, ce qui fait la différence Oui. chez Highland, c'est cette capacité à apporter des technologies open source, c'est-à-dire de la transparence, de la sécurité, une innovation plus rapide, et donc des technologies aussi françaises. Et c'est vrai que ça fait notre fierté, et ça nous apporte plus de flexibilité, d'agilité, et qui apporte à nos clients des solutions qu'on peut personnaliser très rapidement, les adapter et puis répondre aux normes européennes. Et là, on est les seuls à le faire dans ce marché. Ça va vous intéresser la séquence d'après, parce qu'on parle justement du monde du logiciel libre. Pour rester sur les enjeux autour de l'intelligence artificielle, je disais que c'était un défi de gérer la data aujourd'hui qui est en quantité énorme. Mais c'est aussi un outil, j'imagine, que vous utilisez dans vos solutions. Oui, on utilise évidemment, parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, ce n'est que des statistiques améliorées sur de la donnée. Ce qu'on traite d'abord, c'est que 65%, 70% du temps passé dans des projets IA, c'est pour retrouver l'information, la bonne, la comprendre, avant même l'outil. L'outil est banal, c'est banalisé aujourd'hui. Les LLM... Voilà, font tous à peu près la même chose, c'est plus le sujet. C'est bien cartographier, catégoriser cette information pour éviter tout ce qui est erreur, biais, etc. de ces agents. Donc c'est ça le sujet. Et pour vous avez dit le mot agent. C'est des agents. Ouais. Agent, c'est la nouvelle révolution aussi dans l'IA. Ça veut dire que vous avez besoin aussi d'adapter votre offre, vos produits, vos services ? C'est exactement ça. En fait, il faut imaginer 3 étages. Au premier, c'est bien comprendre les données de l'entreprise, donc pour amener de l'intelligence, pour retrouver la trouvabilité de l'information. Et dès l'instant que l'information est trouvable, on va pouvoir automatiser la prise de décision sur les bonnes informations. Et on parle d'agents dans ce cas-là. Et en effet, on voit une tendance, et on en reparlera tout à l'heure, oui. Aujourd'hui, on a lancé une offre qui s'appelle Enterprise Mesh, tout en open source, encore une fois de plus, qui permet à des grandes entreprises de pouvoir traiter des demandes de réclamation à 100%, de l'arrivée du courrier à la prise en charge du dossier avec des agents autonomes. Donc c'est juste de l'automatisation, oui, avec de la bonne information. Bruno Durand, on passe à Sophos. Sophos qui est le grand gagnant dans la catégorie solutions XDR. Votre ticket gagnant à vous alors, en matière de cybersécurité, les enjeux sont tellement importants. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors un certain nombre de choses, alors tout à fait. Premièrement, je veux dire merci à tous ceux qui ont voté pour nous, puisque je pense que cet award n'est pas dû au fait que nous fêtons notre 40e année d'existence aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Nous comptons plus de 600 000 clients de par le monde, ce qui fait que, on va parler en termes de cybersécurité quasiment d'immunité collective, voire de théorie des grands nombres. Plus l'échantillon est grand, plus la probabilité de trouver des cyberattaques et de remédier à ces cyberattaques est grande. Donc aujourd'hui,
Sophos a fait l'acquisition, puisque cet award ou ce lauréat a été donné au nom de SecureWorks, a fait l'acquisition de SecureWorks en février 2025 et depuis... Une histoire toute récente. Voilà, toute récente, et depuis fait l'intégration des solutions XDR de Sophos et de Taegis pour apporter, de SecureWorks, pardon, nommé Taegis, pour apporter à nos clients la meilleure posture de cybersécurité et neutraliser les cyberattaques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Alors c'est une plateforme aujourd'hui qui se différencie par sa capacité à être complètement ouverte et d'adresser la surface d'attaque complète de nos clients, à savoir leurs points de terminaison, les endpoints, soit les serveurs, les terminaux, soit les emails, que ce soit le cloud ou autre OT, et de pouvoir aussi intégrer des solutions tierces. Donc être capable d'intégrer des solutions concurrentes de sécurité pour pouvoir, par la télémétrie, également surveiller les infrastructures de nos clients et d'intégrer jusqu'à plus de 350 solutions de sécurité qui ne sont pas des solutions Sophos par ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les trois, vous nous parlez du passage à l'échelle, vous nous parlez de cette accélération. Voilà, on a les solutions, vous avez les technologies depuis des années, elles sont éprouvées, mais aujourd'hui c'est l'enjeu de qui est capable finalement sur le secteur de suivre les demandes en capacité du côté des data centers, les demandes en protection des flux d'informations, les demandes en qualité de gestion de l'information dans les systèmes. La petite clé du succès que vous pourriez partager peut-être, c'est pas pour aider vos concurrents, mais enfin pour nous dire comment vous procédez face à ce défi du passage à l'échelle. Qui veut commencer? Alors, pour ce Allez, qui est de Séverine. Vertiv, donc nous sommes un groupe international américain. Donc nous sommes très proches de tous les gros acteurs de l'informatique. De tous ceux qui fabriquent aujourd'hui les GPU. Par exemple, on a un partenariat très particulier avec NVIDIA et on a co-développé certaines architectures comme la GB200 d'NVIDIA. On est là également avec eux pour leur dernière génération, le GB300. Et en fait, c'est du co-développement avec une société qui est vraiment spécialisée dans l'informatique, qui sait nous dire ce dont elle a besoin pour la puissance aujourd'hui des GPU. Et on va lui mettre en place la plateforme, l'intégration en fait dans notre équipement technique pour fournir ce qu'il faut en électricité, supporter les charges électriques particulières du traitement IA et pouvoir refroidir des baies avec des densités qui aujourd'hui peuvent atteindre 600 ou 1000 kW dans une baie. Donc c'est grâce à ce partenariat très fort qu'on a historiquement, mais depuis les années 70, on a commencé avec IBM à l'époque, on a un historique et avec également d'autres constructeurs, ça nous permet d'être prêts. La co-construction, une des clés du succès. Oui. Une autre clé. Je vais abonder dans ce sens, c'est la co-construction. Et chez nous, on voit l'informatique comme étant holocratique maintenant. De toute façon, le fait d'adopter des technologies open source comme le font OpenAI, DeepSeek, le monde a changé. Et au lieu d'essayer de tout développer nous-mêmes, en fait, on bâtit le meilleur écosystème, on combine tout et on se focalise sur la sécurité, les vraies problématiques métiers de nos clients. Et je pense que c'est cette transformation qu'on a vue dans notre marché qui est inévitable. Pour passer à l'échelle, on ne peut plus tout faire. Ouais. On est obligé de faire à plusieurs et on est obligé de créer à plusieurs. Le collectif. Et de consolider, oui. Le collectif pour avancer beaucoup plus vite. Exactement. Allez, notre clé du succès. La clé du succès, pour moi, c'est l'innovation avant tout. Il faut savoir innover, être en amont, en avance sur les cybercriminels. Pouvoir apporter les meilleures solutions. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple simple avec l'acquisition de SecureWorks et l'intégration des solutions SecureWorks dans les solutions Sophos. Nous pouvons maintenant intégrer nos solutions de protection des endpoints et de pouvoir apporter une solution de bout en bout cohérente pour nos clients qui leur permettent d'optimiser leurs coûts, mais également d'optimiser leur posture de cybersécurité. Donc, toujours être en avance sur les cybercriminels, l'innovation est clé. Vous avez été très généreux de partager avec nous tous les clés du succès. Encore toutes nos félicitations pour Highland, Vertiv et Sophos. Merci à tous les trois d'avoir témoigné. On vous souhaite une très belle soirée de cérémonie. Merci beaucoup en tout cas. Merci.
On termine cette édition avec le monde du libre qui nous permet de découvrir ce qui se passe dans le domaine du logiciel, du matériel open source. Aujourd'hui, c'est Stéphane Fermigier qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Fondateur d'Abilian, éditeur de logiciels libres et coprésident du CNLL, qui est le Conseil national du logiciel libre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints parce qu'on est ici en délocalisation pour le palmarès de l'informaticien, donc dans une émission spéciale. Mais je tenais à ce qu'on garde ce rendez-vous et notamment pour reprendre 3 prises de parole récentes du CNLL. On a le projet de loi résilience en ce moment qui est débattu, enfin qui a même fait l'unanimité parmi les députés de la commission spéciale. Pour autant, vous affirmez que la menace principale de notre sécurité numérique n'est pas le piratage, mais plutôt notre dépendance aux technologies américaines. Alors, il faut expliquer quel est ce niveau de danger selon vous. Est-ce qu'on parle d'un danger imminent, par exemple, pour tous les utilisateurs de Microsoft 365 ou d'un cloud Amazon? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter là tout de suite maintenant? Alors bien sûr, les problèmes de cybersécurité sont des problèmes tout à fait importants et il est tout à fait remarquable que la Commission européenne, avec la directive NIS 2 et maintenant l'Assemblée nationale, se soit emparée du sujet. Et d'ailleurs, la directive NIS 2, dans ses considérants, eh bien, explique que le logiciel libre est un atout pour renforcer la résilience et la cybersécurité de nos installations critiques. Néanmoins, le problème, effectivement, pour nous, c'est qu'il y a un enjeu qui dépasse cette notion de cybersécurité, c'est les dépendances. Et les dépendances, elles sont de quatre ordres, et suivant à qui on s'adresse, effectivement, on n'aura pas forcément les mêmes dépendances à considérer. Donc il y a des dépendances techniques et technologiques, l'impossibilité de passer d'un fournisseur à un autre parce qu'il y a tout un écosystème de produits, de services qui tournent autour, qui gravitent autour de certaines solutions. Et ça crée ce qu'on appelle le vendor lock-in, l'enfermement propriétaire, donc l'impossibilité de passer facilement à des nouvelles solutions et donc de se retrouver en situation de dépendance par rapport à des fournisseurs et par rapport à leur politique commerciale. Ça, c'est un risque les DSI commercial. aujourd'hui le connaissent. Il y a des dépendances juridiques, donc sur les données notamment, avec le Cloud Act, le FISA, et donc la possibilité pour les autorités américaines d'aller voir les données des citoyens européens, des entreprises européennes, voire des gouvernements européens, si on a la mauvaise idée d'aller les faire transiter par des data centers sous contrôle américain. Mais là, on n'est pas sur un risque immédiat, là, Stéphane. C'est plutôt il y a des potentialité. Il y a un risque immédiat, c'est que si vos données personnelles, vos données de santé, par exemple, sont exploitées et sont récupérées par des services, ça va être difficile de les récupérer. En tout cas, on ne pourra pas les empêcher de les exploiter d'une façon ou d'une autre, en particulier si vous avez des secrets, par exemple, que vous ne voulez pas étaler sur la place publique. Mais alors, il y a d'autres dépendances. Effectivement, une autre dépendance d'ordre juridique, mais aussi géopolitique, c'est qu'on a vu ces derniers mois, les États-Unis s'arrogent le droit de couper l'accès à certaines personnes ou à certaines entités qui ne leur plaisent pas quand ces personnes ou ces services utilisent des clouds américains. Donc ça, c'est une arme qui n'hésite plus à brandir. Avant, c'était une menace hypothétique. On l'a vu avec la Cour pénale internationale, on l'a vu avec les menaces de Donald Trump vis-à-vis de la Commission européenne. Ça devient une vraie réalité. Et puis, il y a la dépendance économique, le fait qu'on a des milliards, 265 milliards d'euros annuels qui partent de l'économie européenne vers l'économie états-unienne. C'est 2 millions d'emplois qu'on pourrait garder en Europe et qui sont délocalisés d'une certaine façon aux États-Unis. Bon, très concret sur les risques. Alors, le CNLL présente évidemment le logiciel libre comme la solution pour regagner une forme d'autonomie stratégique dans le numérique. Mais alors, j'avais envie de vous chercher sur libre et libre. J'ai l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures, parce que dans l'un de vos communiqués récents, vous critiquez l'État français qui promeut les communs numériques, qui est pourtant une autre forme du logiciel libre. Alors, on peut dire que c'est une variante, mais ça n'est pas strictement équivalent. La solution pour nous, c'est de renforcer la filière professionnelle du logiciel libre française, qui a ses atouts, qui est puissante, qui représente 10% du marché du numérique, mais qui a besoin encore d'être encouragée. Mais les communs en font partie. Alors les communs,
Et voilà, c'est un glissement sémantique. Alors au départ, ça partait d'une bonne intention. C'était l'idée de dire qu'il n'y avait pas que le logiciel. Il y a aussi, par exemple, les données ouvertes. Il y a la production collaborative de connaissances comme Wikipédia. Il y a l'open, l'intelligence artificielle ouverte, donc les modèles de langage, par exemple, ouverts, etc., etc. Mais attention, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont rajouté des restrictions, qui ont dit dans leur définition à eux, un commun, il faut que ce soit ceci, cela. Et du coup, ça exclut le logiciel libre qui est produit par les éditeurs de la filière du logiciel libre, que ce soit en France ou en Donc Europe. une exclusion des entreprises françaises qui travaillent dans le libre, qui Voilà. produisent du libre. Voilà, ça les exclut en grande partie. Et moi, je rappelle simplement qu'on a une loi en France, la loi République numérique, et dans son article 16, le gouvernement doit, les services de l'État doivent encourager l'utilisation du logiciel libre. Il n'y a pas marqué l'utilisation des communs numériques, il y a marqué l'utilisation des logiciels libres. Et pour nous, ça veut dire les logiciels libres, quelle que soit leur provenance, à partir du moment où ils répondent aux besoins des administrations ou des clients. Et on comprend derrière que c'est l'enjeu d'avoir un écosystème, en tout cas pour le CNLL, d'avoir un écosystème du libre européen qui soit suffisamment puissant pour devenir une véritable alternative. Merci beaucoup Stéphane Fermigier d'avoir été avec nous dans Smart Tech. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale à l'occasion du palmarès informaticien. On se retrouve très vite dans un Smart Tech plus classique en studio. À très bientôt.